Ok, donc aujourd'hui, je vous ai parlé du cadre logique cet après-midi. On va travailler cette question des outils du cadre logique, comment on peut les appliquer aux modèles d'affaires sociaux. Donc la première question, c'est vous êtes logique, puisqu'on va parler de la logique du cadre logique. Et comme je disais, on revoit cette image d'analyse du contexte. Donc là aussi, c'est un outil qui a été utilisé dans le cadre logique. Première chose à faire, c'est connaître le contexte. Ensuite, une fois qu'on a vu le contexte, la deuxième chose, c'est une analyse de la situation problématique. Donc vraiment décortiquer la situation problématique. Ensuite, on fait à partir de cette situation problématique une situation objectivée qu'on va ensuite utiliser pour déterminer des espaces d'intervention. Donc, où est-ce qu'on pourrait monter des projets pour travailler à la solution, pour améliorer la situation problématique en direction de la situation objectivée. À partir de ça, on fait des activités, on détermine quelles sont les activités et on met tout ça dans ce fameux cadre logique. Donc, on va y revenir tout de suite. Mais avant d'y revenir, je voulais montrer une chose. Donc aujourd'hui, on a parlé du canevas de modèle d'affaires et j'avais parlé justement du fait que notre canevas de modèle d'affaires, il a été créé en utilisant le cadre logique mélangé avec le canevas classique de modèle d'affaires plutôt corporatif. Et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir ce canevas de modèle d'affaires social. Donc, le contexte, on le retrouve exactement dans le où. Ensuite, toute la partie problématique, c'est ce qu'on utilise, qu'on peut utiliser pour décortiquer le pourquoi et le pour qui on va faire quelque chose. La situation objectivée, c'est vraiment ce qui va être utilisable pour le vérifiable. Vous verrez que ça simplifie énormément euh, la fixation des indicateurs de plusieurs niveaux, très très utile. Et finalement, le cadre logique en lui-même, qu'on va agrandir tout à l'heure, c'est exactement, il retombe dans ces trois blocs. Donc on voit que c'est totalement intégré dans le canevas. On l'a repris vraiment tout ce qui était bon dans le cadre logique pour le mettre dans notre canevas. Ensuite, ce qu'on peut observer, c'est que si on agrandit un petit peu, on fait un zoom sur le pourquoi et le pour qui, on va parler d'un des outils, c'est l'arbre de problème. L'arbre de problème, il consiste à trouver un problème central, d'en déduire les causes premières et d'en voir quelles sont les conséquences, toujours bien entendu liées à nos publics cibles, qui peuvent être les bénéficiaires, les clients et la société. Ce schéma général, où on a une correspondance plus ou moins entre les causes premières et les bénéficiaires, c'est beaucoup plus pour les projets d'intervention, de coopération ou développement, où vraiment on va avoir des causes premières qu'on va retrouver chez les bénéficiaires, un problème central qui va être soutenu par des clients, mais les impacts, on va les retrouver au niveau de la société globale. Donc là, je vais prendre un exemple, la production du beurre de karité, qui est une noix qui permet de faire vraiment une sorte de beurre qu'on peut utiliser dans des savons et de faible qualité. Donc, c'est un problème typique qui avait été détecté vraiment par une personne qu'on a accompagnée et qui avait ce problème localisé au Sénégal, un petit peu au-dessus de Dakar. Deux colonies ou deux coopératives de femmes, une centaine de femmes chacune, qui avaient justement ce problème de beurre de karité qui ne trouvait pas de marché, puis c'était bas. La qualité était mauvaise. Donc, on se dit, OK, ça c'est notre problème central, et on va commencer à en déterminer quelles sont les causes. Et là, on se comporte un petit peu comme le gamin de 3 ans.
j'en ai vu un hier, justement, hier soir, et on lui disait quelque chose et il commençait à dire pourquoi. Et on lui racontait, mais parce que, ta. Et ensuite, il disait, mais pourquoi? Ensuite, il redisait encore pourquoi. Donc, c'est vraiment une manière de descendre. C'est un comportement de jeune gamin qui dit tout le temps pourquoi. On le verra dans un exemple un peu plus complet. Ça ressemble un petit peu à Ishikawa, qui a un outil qui s'appelle l'arête de poisson, le fishbone, et qui utilise un petit peu sa technique d'essayer de décortiquer chaque fois, d'aller un petit peu plus loin pour trouver les vraies causes d'un problème. Cet outil, il est plus adapté pour un projet d'entrepreneuriat sociétal ou pour un projet de coopération ou développement, parce que on travaille pas seulement les causes, on analyse aussi les conséquences. Et ces conséquences, on va remonter ensuite à partir du problème central. Et je dis toujours en se comportant comme un adolescent de 16 ans, un peu blasé comme ça. Et on dit, mais tu sais, si tu fais ça, il pourrait se passer telle et telle chose. Il vous répondra, et alors? Mais alors, il peut y avoir ça. Et alors? Donc, c'est exactement le processus inverse. Donc, on peut se rappeler justement pour la mécanique, c'est l'enfant de 3 ans et ensuite l'adolescent blasé de 16 ans. Donc, un petit exemple qui a été fait vraiment avec cette personne qu'on a accompagnée à travers des post-it. De nouveau, les post-it, c'est bien parce qu'on peut les déplacer. On s'est trompé parce qu'on a dit que telle et telle chose était la cause alors que c'est l'inverse. Donc, on peut inverser les post-it beaucoup plus facilement. C'est un outil vraiment de nouveau d'intelligence collective qu'on peut faire à 2, à 3, à 5, à 10, où on va arriver à travailler d'une manière très dynamique. Je vais donner un exemple. Donc, on part de ce problème central, production du beurre de qualité basse et de faible qualité. OK? C'est notre problème central. Quelles peuvent en être les causes? On va descendre d'un niveau. Premièrement, parce que la cueillette des noix de qualité est difficile. Deuxièmement, parce que les opérations sont très lentes, c'est pour ça que la production est basse. Et la qualité est basse et inconstante qui va nous donner la faible qualité. OK, on se repose la question pour chacun d'eux, pourquoi? Et on redescend un niveau. Donc la cueillette des noix de qualité difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des longs déplacements à faire à pied, il fait chaud, il y a des serpents, donc il y a des dangers de morsure. Et puis le transport des noix sur la tête, ça fait vite des kilos et des kilos. Même si les femmes en Afrique sont assez souvent habituées à transporter d'assez lourdes charges sur la tête, c'est quand même très pénible. Maintenant, les opérations sont très lentes. Pourquoi? Parce qu'elles sont essentiellement manuelles et les opérations sont faites dans un contexte pénible, c'est-à-dire sous la chaleur, ça ne donne pas envie de travailler très rapidement. La qualité est basse parce qu'il y a de mauvaises ou pas de procédures d'hygiène et le conditionnement qui est utilisé, les emballages, tout, c'est de très mauvaise qualité. Il est inadéquat. Donc ensuite, on est passé un petit peu plus rapidement là, les conséquences, donc la production du beurre de qualité est basse et de faible qualité, et alors, le prix de vente est bas et fluctuant. On n'arrive pas à fixer un prix correct et stable. Autre conséquence, il y a peu de débouchés locaux, personne n'en veut, puis alors aucun débouché à l'international, et on peut remonter encore plusieurs fois, et on peut arriver finalement, mais qu'est-ce que ça provoque ça à la fin? C'est que les gens sont pauvres dans les zones rurales, ils n'arrivent pas à se nourrir correctement, ils n'arrivent pas à éduquer correctement leurs enfants, donc c'est l'exode rural, avec toutes les autres conséquences de l'exode rural, où les enfants vont se retrouver dans des zones surpeuplées, ne vont pas non plus pouvoir aller facilement à l'école, et on va avoir des tas de problèmes qui sont dus justement à la surpopulation dans les zones citadines.
Voilà, ça c'est comme on a posé le problème. Donc on analyse et on va pouvoir en tirer des choses très intéressantes. Une première observation qu'on peut faire, c'est qu'il peut y avoir des dangers extrêmes dans un arbre de problème comme ça, c'est quand il nous signale des rétroalimentations. Le prix de vente qui est bas et fluctuant, ben, automatiquement, il ne va pas nous permettre d'acheter le conditionnement adéquat. Et ça se réalimente parce qu'on aura, à cause de ça, une qualité basse, on n'arrivera pas à vendre et ça revient. Donc c'est vraiment, ça nous permet de détecter un peu quels sont les cercles vicieux dans le problème. On va continuer tout ça, donc on va essayer de passer des problèmes à l'opportunité et à l'impact. Donc le pourquoi, on va essayer de le transformer en 10 ans. Comment on va faire ça? Ben, en objectivant la situation qu'on a décrite. Donc, il y a quelques petites règles. Il faut utiliser plutôt des choses factuelles et non pas des appréciations et ne pas mettre des solutions dans les problèmes. Hein. Donc, il faut vraiment rester sur le factuel. Et ensuite, aussi, quand on fait l'objectivation, on va rester le plus factuel possible. Donc, ça devient très facile parce qu'on va prendre notre problème central et on va le rendre positif. Donc, on va positiver hein, progressivement tout notre arbre de problèmes pour devenir un arbre des objectifs ou un arbre d'objectifs. Donc, je peux commencer par le problème central qui devient la production de beurre de qualité augmentée et de meilleure qualité. Un fait désirable, une situation désirable. On descend, ce qui va nous donner quels sont les leviers pour arriver à ça. Et on remonte en disant, OK, si j'ai cette situation qui est améliorée, il se peut que, ou il est possible que, reprenons notre exemple. Donc, la production, là, j'ai déjà corrigé du beurre de qualité est augmentée et de meilleure qualité. Si je redescends, ben, la cueillette est moins difficile, les opérations sont 10 fois plus rapides et la qualité est améliorée et standardisée. Comment faire? Ben, faciliter les déplacements ou avoir des déplacements facilités, avoir des dangers de morsure qui sont diminués, avoir un transport des noix facilité, éventuellement motorisé, avoir des opérations partiellement mécanisées, avoir un contexte plus favorable pour les opérations, avoir des procédures d'hygiène appliquées et des conditionnements adéquats. Et ensuite, je remonte. Donc, si j'ai ça qui se passe, je peux avoir un prix de vente plus correct et stable, un marché local intéressé et je peux commencer à avoir des débouchés potentiels à l'international. Ce qui va m'amener tout ça à avoir des meilleures conditions de vie locales. Donc, à avoir moins d'exode rural. Donc, c'est relativement facile. On peut avoir des petits changements qui se font, des petites choses qui viennent s'ajouter. Mais si on regarde notre cercle vicieux qu'on avait avant, il devient un cercle vertueux. Donc, le prix de vente correct et stable va me permettre d'acheter mon conditionnement pour avoir une meilleure qualité et de nouveau améliorer ceci. Donc, c'est très intéressant et en plus, c'est un outil stratégique parce que c'est là qu'on va dire, de toute façon, si j'améliore le conditionnement, hop, ça remonte, ça remonte, ça remonte, donc je vais atteindre mes objectifs. Hein. Mais aussi, je pourrais travailler ici. Pourquoi pas? Je pourrais dire, OK, si j'améliore mes, la mécanisation de mes noix, donc je vais être 10 fois plus rapide, je vais pouvoir plus en produire, donc je vais satisfaire mieux la demande du marché local. Donc ça permet déjà de dire, mais quels sont les projets qu'on pourrait mettre pour les dangers diminués? Waouh,
ça c'est extrêmement facile à faire. Il suffit de donner des bottes qui protègent toutes les femmes qui vont faire la cueillette, que ça soit motorisé ou pas, des morsures de serpent, donc des bottes en caoutchouc dures, renforcées, qui montent assez haut, qu'elles vont pouvoir utiliser des années, et on va éviter de nombreux accidents de morsure. Donc c'est vraiment un outil qui est très complet, hein, l'arbre des problèmes, qu'on objective ensuite. Et ce qui devient très, très intéressant à observer, c'est ici, on a déjà ces trois-là, l'objectif spécifique au niveau du problème central, les leviers, les résultats immédiats, hein, au niveau un peu plus bas, éventuellement même très bas, où les résultats, c'est le nombre de bots qu'on a réussi à distribuer, donc des résultats immédiats, et qui vont servir de levier pour remonter les bienfaits dans toute la chaîne. Ensuite, on peut le dessiner avec divers outils. Là, c'était un exemple. On a transformé ce diagramme qui avait été fait vraiment un petit peu à la va-vite sur des post-it. On l'a transformé en quelque chose d'informatisé. Comment on encadre tout ça? Comment on met ça dans le cadre logique? Alors, allons-y un petit peu pour notre cadre logique. Première chose intéressante, c'est cette colonne où on a les objectifs globaux, spécifiques et les résultats. Et vous vous rappelez que ils sont ici. Donc, notre arbre d'objectifs, il nous permet d'alimenter directement la première colonne où on va mettre les résultats immédiats, donc tangibles, c'est les biens services du projet qui sont sous contrôle, bien contrôlés par la gestion du projet. L'objectif spécifique, c'est un résultat d'impact direct à la fin du projet. Donc, c'est les avantages, l'atteinte des avantages escomptés pour le site. Donc, les femmes n'ont plus besoin de faire de longs voyages parce qu'on leur a donné une camionnette. Ben, c'est déjà un objectif spécifique qui est atteint. Par contre, l'impact, ou les objectifs globaux, c'est ce qu'on aura. Donc, il faudra analyser pendant un certain temps pour dire, tiens, notre population rurale qui était en train de diminuer, elle commence à se stabiliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On atteint un objectif global de diminuer l'exode rural. Donc, c'est vraiment très, très puissant et ça permet d'être extrêmement succinct. Donc, ça, c'est la première colonne. C'est une logique verticale, comme ils disent dans le Logic Framework. Ensuite, on vient rajouter deux choses extrêmement importantes dans ce cadre. C'est comment on va, c'est le bloc vérifiable, hein, comment on va vérifier si on a atteint nos résultats, nos objectifs spécifiques et les objectifs globaux. Chaque fois en disant l'indicateur d'évaluation, qu'est-ce que je veux évaluer et par quelle source d'information je vais vérifier. On commence par la source de vérification, voir quelles sont les sources, et on dit comment est-ce que je peux utiliser ça pour créer des indicateurs qui soient pertinents, qui soient intelligents. Donc ici, pour chaque niveau des objectifs, on va mettre dans le cadre logique, donc je rappelle, c'est en principe une feuille A4, les sources de vérification et les indicateurs. Ensuite, on va finaliser le cadre. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ce n'était pas l'objectif de ce webinaire. Hein, on a plutôt travaillé sur l'arbre de problème et l'arbre des objectifs. Mais dans le cadre, on va aussi avoir une logique horizontale qui est très intéressante où on retrouve ici le contexte. Donc, c'est les hypothèses du contexte qui vont conditionner les résultats suite à des activités. Donc, si j'ai ces activités qui sont réalisées, plus ces hypothèses externes qui se confirment, donc vraiment si l'environnement a répondu d'une certaine manière, alors je peux obtenir mes résultats. Et
Si j'ai mes résultats et que j'ai certaines hypothèses qui se confirment, alors je pourrais dire que j'ai atteint l'objectif spécifique. Donc, c'est que chaque fois, des éléments qui sont hors de contrôle, qu'on va pouvoir essayer d'influencer, mais qui sont clés pour que le travail qu'on fait, comme on n'est jamais isolé, il puisse vraiment atteindre une maximisation de résultats. Et puis ensuite, on trouvera éventuellement des conditions préalables et des hypothèses de durabilité d'impact. Si vous nettoyez, vous faites un projet pour nettoyer, allez, on va revenir en Suisse, nettoyer la Venoge, la rendre plus présentable, disons qu'elle était polluée, hein, non pas parce qu'elle a mis trop de vin dans son eau, et puis que vous faites vraiment tout un programme de dépollution de la Venoge, et qu'ensuite, vous dites, bon, ben, elle est dépolluée pour une dizaine d'années, et un petit peu en amont, il y a une usine qui commence à déverser des cochonneries dans la Venoge. Ben, vous n'aurez pas une durabilité de l'impact. Donc, c'est aussi des hypothèses externes et les conditions préalables pour qu'on puisse commencer les activités. Donc, si on va aller implanter quelque chose dans un village, ben, conditions préalables, il faut que les routes soient praticables. Donc, on peut travailler dans ce cadre logique. Donc, il est intéressant parce qu'il permet de... Ah, et j'oublie, on va rajouter à côté des ressources, quelles sont les activités, quelles sont les ressources et quels sont les coûts. Et c'est assez amusant parce que ça se retrouve dans le canevas d'Osterwalder et Pigneur, activités, ressources et structure des coûts. Et ça existait déjà sous forme de canevas en 1960 environ. Et voilà, j'ai terminé avec mon cadre logique, par le cadre logique. Donc, j'ai terminé ce petit webinaire sur la présentation de ces outils du cadre logique, l'arbre de problème et l'arbre des objectifs, qui réellement font partie, sont intégrés directement au canevas de modèle d'affaires social. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je vous donne rendez-vous aussi pour le prochain webinaire qui sera sur les facteurs clés de succès le jeudi 11 août à 12h45 cette fois.